Bonsoir à tous, bienvenue dans Check-up, votre magazine de la santé où chaque semaine, médecins et spécialistes vous éclairent sur des sujets de santé. Et cette semaine, nous recevons un médecin, un spécialiste de la fertilité pour parler cette fois-ci de l'infertilité masculine. À tout de suite pour la suite. Bonsoir, une fois de plus, c'est connu que tous les couples n'ont pas la chance d'avoir un enfant naturellement. Longtemps, les difficultés pour obtenir une grossesse étaient attribuées aux femmes. Aujourd'hui, les choses ont changé. On sait que la moitié des cas, c'est l'homme qui en est la cause. À travers le monde, de plus en plus d'hommes rencontrent des difficultés à donner la vie. C'est un sujet encore délicat à en parler. Les tabous de l'infertilité masculine. Quand peut-on parler d'infertilité masculine? Quelles solutions proposer à un homme qui a des difficultés de procréation? Nous en parlons dans un instant, mais avant, je vous invite à suivre le sommaire. À tout de suite. Au sommaire de Check-up cette semaine, l'infertilité masculine, cette maladie du système reproducteur chez l'homme. Quels sont les signes de l'infertilité? Comment soigner ce mal? Peut-on y remédier? Le professeur Mohamed Krouf répond à ces questions dans ce numéro de Check-up. L'infertilité masculine, encore vécue comme un tabou dans la société camerounaise. Nous avons baladé notre micro dans les rues de Douala. Réaction à suivre dans votre magazine de la santé. La chronique du dentiste cette semaine parle du matériel adéquat à utiliser pour se brosser les dents. Un rappel mémoire sur les bonnes techniques du brossage des dents. Et au bas de Check-up, votre moment d'interactivité avec un médecin, c'est la rubrique Allô docteur. Retour sur ce plateau, il est déjà avec nous, notre invité de cette semaine. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Mohamed Krouf. Il est au Cameroun dans le cadre d'un congrès. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors, vous êtes spécialiste en gynécologie et en médecine de reproduction. Vous étiez il y a quelques années professeur à la faculté de médecine de Tunis. Et aujourd'hui, vous enseignez dans des différentes structures du côté de la Tunisie. Vous séjournez depuis 2 jours au Cameroun. Vous êtes arrivé dans le cadre du congrès conjoint de gynécologie organisé par la SOGOC et le girafe. Alors, d'entrée de jeu, pour commencer, professeur Mohamed Krouf, vous avez fait un exposé au cours de ce congrès qui portait sur la préservation de la fertilité en cas d'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci d'aborder ce sujet extrêmement important. L'endométriose est une maladie qui est chronique et qui va toucher à peu près 10% des femmes et même 30 à 40% des femmes infertiles et qui va les handicaper sur 2 plans. Elle va générer des douleurs chroniques durant toute leur vie reproductive et surtout, elle va baisser leur potentiel de fertilité. Nous avons su ces dernières années que cette maladie touchait le capital de follicules, le nombre d'œufs que la patiente peut avoir dans ses ovaires. Et face à cette situation, quand la femme dispose encore d'assez de follicules, quand elle présente cette maladie, il est temps encore de prélever certains ovules de ces follicules pour les congeler, puisque un jour, il va arriver, elle va devoir ou vouloir devenir maman, et que peut-être ce jour-là, elle n'aura pas assez pour qu'on puisse bien la traiter. Donc c'est de l'anticipation, et c'est rendu possible par l'évolution de techniques de congélation des gamètes qui sont maîtrisées maintenant par les biologistes. Alors, professeur Mohamed Krouf, je vais vous inviter, avant de poursuivre notre entretien, à aller suivre ce reportage, un reportage qui parle de l'infertilité masculine et on va également donner la parole à quelques personnes présentes qui étaient présentes lors de ce congrès-là. C'est un reportage que signe Elisabeth Ngowoum et Marus Koussou.
pas pouvoir procréer demeure une frustration réelle pour de nombreux couples en Afrique et au Cameroun en particulier. Si l'infertilité féminine commence à être acceptée dans les familles, la stérilité masculine, quant à elle, est encore un sujet tabou. Le fait de ne pas avoir l'enfant dans un couple, on accuse toujours la femme. Mais le problème revient parfois à l'homme aussi. Et ce qui est là que parfois l'homme refuse d'aller à l'hôpital parce qu'on va peut-être faire son examen, trouver la maladie qui est sur lui et il va avoir honte. L'homme peut avoir peur de dire à la femme que ça ne va pas. Moi, je suis malade. Il faut que l'homme dise à la femme que je suis malade. C'est pour ça qu'on n'a pas d'enfant. Et même la femme aussi peut dire à son mari que, comme voilà, chérie, mais moi, je suis comme ça, je suis malade. Si tu peux me supporter, tu me supportes. Si tu peux me supporter, bon, on verra ce qu'on peut faire. Le silence est très souvent le premier refuge chez ces hommes qui sont victimes d'infertilité. Dans de nombreuses familles camerounaises, c'est très mal vécu. L'infertilité masculine, à côté du déniement, ils préfèrent, ces hommes, confier leur santé sexuelle à des personnes inexpertes en la matière. Il est question pour ces derniers d'améliorer leur vigueur sexuelle en consommant des aphrodisiaques, des décoctions dont on ne maîtrise ni la posologie, encore moins la composition, que d'aller consulter un spécialiste de la fertilité. Pourtant, depuis 24 ans au Cameroun, la procréation médicalement assistée est effective. Le 2e congrès conjoint des gynécologues réunis à Douala ce mois d'octobre 2022 a permis d'aborder certaines pratiques. La nouvelle loi qui est en train d'être mise en place au Cameroun sur la procréation médicalement assistée, la PMA. Cette loi a été votée à l'Assemblée nationale au mois de juillet. C'est une bonne chose parce que ça permet aux centres qui font de la procréation de pouvoir travailler de façon légale. Le premier bébé qui est né au Cameroun a déjà 24 ans et pendant tout ce temps, on travaillait uniquement sur les codes de bonnes pratiques qui ont été élaborés par les sociétés scientifiques. Notons donc qu'il existe de nouvelles techniques de prise en charge des couples qui sont dans le besoin d'enfants au Cameroun, et ceci à coût réduit. On connaît tous la FIV, la fertilisation in vitro, où on stimule la femme, on obtient des ovocytes, des œufs, on les fertilise, on met le sperme et puis on remplace les embryons. Mais il y a des nouvelles méthodes maintenant. Il y a une que j'ai mise au point au laboratoire avec mon équipe. C'est où il ne faut pas stimuler la femme. On peut prendre directement les ovocytes à n'importe quel jour du cycle, alors qu'elle ne doit pas se faire traiter avec des hormones, elle ne doit pas s'injecter. Wow. Et ça gagne du temps, il y a moins de frais. Oui. Stérilité, impuissance sexuelle, infertilité masculine. Voici des mots qui plongent les hommes dans une faible estime de soi. Au Cameroun et en Afrique de manière générale, ce sont des hommes qui se sentent inférieurs aux autres, inutiles, se confient-ils, difficile pour eux d'aller voir des médecins. Mohamed Krouf, dans le reportage, nous avons écouté le docteur Ernestine Guedbel, qui est dans le comité d'organisation de ce 2e congrès. On a également écouté le professeur Smith, qui est venu de la Belgique et qui a parlé de quelque chose de très révolutionnaire. Ces nouvelles techniques-là qui permettent aux couples moins nantis, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir faire la fécondation in vitro ou de pouvoir profiter de ces différentes méthodes de procréation assistée-là, parce qu'il y a aujourd'hui des techniques qui permettent d'amoindrir les coûts de la prise en charge. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos?
Alors, il est très important de pouvoir offrir ce genre de technique au maximum de gens qui en ont besoin. Il est clair que les avancées scientifiques et médicales sont malheureusement accompagnées aussi d'une explosion des coûts. Et quand nous sommes dans des pays où ceci n'est pas supporté par la communauté, à savoir les assurances maladie, etc., c'est finalement les personnes concernées qui vont sortir cela de leur poche. Et ça, c'est un des facteurs de disparité, mais aussi c'est un des facteurs au non-accès aux soins. Oui. Évidemment, quand la science se penche vers comment rendre ces techniques possibles moyennant des coûts inférieurs, cela ne peut être que salutaire. Alors, revenons au sujet qui nous intéresse, l'infertilité masculine. Déjà, quand est-ce qu'on dit qu'un homme est infertile? Alors, c'est la même chose que pour une femme. C'est quand il essaie depuis une année avec son conjoint, son épouse, d'avoir une grossesse et que les rapports sont réguliers et non protégés et que cela n'arrive pas. Alors, dans ce cas, c'est toujours difficile parce que quand on parle de fertilité, il est difficile d'isoler l'homme de la femme. Parce que finalement, leur fertilité est une résultante des chances données par la femme et des chances données par le monsieur. Alors dans ce cadre, quand nous sommes face à cette situation, nous réalisons des examens de première ligne ou des examens simples de première intention. Chez l'homme, ça s'appelle le spermogramme. Le spermogramme, c'est l'analyse du sperme de l'homme pour évaluer à la fois le nombre de spermatozoïdes, le pourcentage de spermatozoïdes qui bougent normalement, qu'on appelle mobilité, le pourcentage de spermatozoïdes vivants, et puis le pourcentage de spermatozoïdes qui ont un aspect normal. Il est important de souligner qu'un spermogramme, c'est un examen qui peut fluctuer dans le temps, c'est-à-dire que quand on a un spermogramme anormal à cet instant, il ne faut pas suffire. Parce que demain ou après-demain ou dans un mois, ça peut changer. Disons, dans 2 mois, on peut avoir des valeurs qui sont normales. Oui. Mais si nous confirmons cela sur 2 valeurs, bon, à ce moment-là, nous sommes dans le cadre de ce qui est anormal et nous devons agir. Alors, mais pourquoi il y a toujours cette confusion-là dans l'imagerie populaire de l'infertilité et de l'impuissance? C'est quoi la différence véritablement? C'est malheureusement des choses qui sont réelles et même retrouvées dans plusieurs cultures, cette confusion. Mais finalement, c'est parce que c'est l'acte sexuel qui lui-même génère aussi la grossesse dans la vie normale. Ceci dit, physiologiquement, les choses ne sont pas ainsi, puisque un homme qui a une activité sexuelle tout à fait normale peut avoir des paramètres de sperme tout à fait altérés, et le contraire est aussi vrai. Donc, il faut séparer les choses. Nous entretenons aussi dans notre langage de tous les jours cette confusion, puisque, par exemple, beaucoup de patientes arrivent et viennent dire « Mon mari, mon partenaire est faible ». Il n'est pas faible. Il a des paramètres de sperme qui sont inférieurs à la normale. Mais parfois aussi faible, c'est pas forcément peut-être en termes de spermatozoïdes, peut-être en termes de durée. Alors, en nous posant les questions, il y a des femmes qui sous-entendent bien sûr la question sexuelle, mais il y a aussi des femmes qui vont dire, regardez, il a fait l'analyse, il est faible. Il dit, si vous continuez à faire cette confusion, il va finir par aussi avoir la dysfonction sexuelle. Donc, il vaut mieux déjà que l'homme qui a des paramètres spermatiques qui sont anormaux, son ego va en prendre un coup. Bah oui, ça c'est vrai. Et ça, c'est logique et normal. Nous souhaitons tous être normaux. Mais alors, professeur, si je comprends bien dans votre définition, ça veut dire qu'on peut être impuissant, mais sans toutefois être infertile. Dans le peu de temps qu'on est là, on peut émettre un sperme qui contient des spermatozoïdes. Oui. Et pourtant, on peut être puissant, permettez-moi l'expression, et être infertile. Oui, tout à fait. Mais soyons clairs, on préfère d'ailleurs, pour éviter ce terme de faible et de puissant, maintenant la médecine a demandé à ce qu'on parle de dysfonction érectile. Voilà. Comme ça, on garde un mot qui est dénué de tout sens subjectif. Alors, dans le cas de la dysfonction érectile, pour nous, c'est une cause d'infertilité puisque c'est des hommes qui ne peuvent pas avoir de rapport sexuel qui finit par une éjaculation. Mais quelqu'un qui a peu de désir sexuel peut avoir un spermogramme normal et vice-versa. Donc, la confusion n'a pas lieu d'avoir. C'est juste des signes qui vont attirer
les praticiens vers l'une des causes de l'infertilité. Alors, quand est-ce qu'un homme devrait s'inquiéter? Déjà, s'il a des signes qui sont clairs dès le départ, je veux dire, il y a des hommes qui ont été opérés dans leur jeune âge ou un peu plus tard pour des problèmes de testicules qui ascensionnés. Il y a des hommes qui ont eu une maladie grave comme le cancer, qui ont eu une chimiothérapie. Il y a des hommes qui ont des problèmes sexuels. Clairement, ceux-là, ceux qui ont d'emblée un problème, ils n'ont pas à attendre un an. Il est clair qu'il y a un problème qui se pose. Maintenant, ceux qui n'ont aucun problème et une vie sexuelle normale, si au bout d'un an, il n'y a pas de grossesse, ce n'est pas le monsieur qui doit aller consulter ou la femme, c'est les deux ensemble qui doivent aller consulter. La précision est très importante parce que généralement, c'est l'homme qui dit souvent, et qui envoie la femme qui dit va consulter, parce que généralement, c'est vous les femmes qui avez des problèmes. Ou alors la belle famille ou la belle maman qui dit non, si vous n'avez pas encore d'enfant, c'est toi qui dois aller consulter. Donc il faut bien préciser, professeur, que c'est les deux qui vont en même temps. C'est une précision qui est salutaire parce que vous savez, quoi qu'on en pense et quoi qu'en pensent nos sociétés un peu machistes, il faut le dire. Ça, c'est vrai. La nature est là pour nous rappeler nos égalités puisque 30% des infertilités sont féminines, 30% sont masculines, 30% sont mixtes et 10% restent inexpliquées. C'est pour vous dire que si on se focalise sur un membre du couple et pas l'autre, on a 2/3 des chances de se tromper. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout la bonne attitude médicale que de faire ça. Oui. Il faut aussi guider un peu les couples. Il faut bien expliquer aux gens qui viennent consulter que ce n'est pas un tribunal. Nous ne cherchons pas le suspect. Nous essayons d'identifier des problèmes pour essayer de faire une synthèse du cas pour proposer la meilleure stratégie. Donc, rassurer ainsi, les choses généralement sont bien meilleures et on arrive à mieux explorer le couple. Alors, ils viennent d'eux-mêmes ou alors c'est toujours après avoir consulté l'épouse que vous demandez à ce que le conjoint puisse venir? Alors, j'ai la moitié des consultants qui viennent déjà en couple ensemble. Maintenant, l'autre moitié, disons que 45% c'est des femmes qui viennent seules. Oui. Et qui par la suite, je vais devoir donner un papier qu'elle va devoir remettre à son conjoint pour qu'il aille faire ses analyses. Et puis, il y a 5% d'hommes qui viennent eux seuls. Alors, c'est parfois des hommes qui viennent de l'étranger, donc qui profitent de leur passage en Tunisie pour venir faire la démarche, ou bien carrément des hommes qui ont des motifs pour suspecter un problème masculin et qui viennent auparavant en discuter avec le médecin avant d'engager la discussion avec leur épouse. Comment en arrive-t-on là? Quelles sont les causes véritables de l'infertilité masculine? Alors, je vais vous surprendre en vous disant que dans 80% des cas, on ne retrouve pas de cause aux troubles du spermogramme que l'on retrouve. Ceci dit, il y a des causes qui sont connues et claires. Des troubles génétiques, des troubles liés à la dilatation des veines spermatiques qui s'appellent varicocèle, des troubles liés à une maladie antérieure ou actuelle, comme par exemple le diabète. Mais dans la majorité des cas, nous ne retrouvons pas de cause claire. Et nous savons actuellement que la détérioration du sperme que l'on observe actuellement de plus en plus dans le monde, et aussi dans les pays africains, elle est due, selon les experts, à notre hygiène de vie, à notre mode d'alimentation et aussi à l'alimentation industrialisée qui s'appauvrit en oligo-éléments qui sont essentiels pour les testicules pour fabriquer de bons spermatozoïdes. Tout ceci va concourir à donner un appauvrissement du sperme en spermatozoïdes et la perte de la fertilité progressive et donc le recours à la procréation médicalement assistée de plus en plus fréquent. Alors, vu que vous parlez de recours à la procréation médicalement assistée, quelles sont les différentes techniques qui s'offrent aujourd'hui aux hommes, aux hommes infertiles et aux hommes stériles? Oui. D'abord infertiles. Infertiles, donc disons que quand nous avons des perturbations légères du spermogramme, oui. Si nous avons une cause directe à traiter, tant mieux. Parce que là, on peut espérer, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, j'ai cité la varicocèle, j'ai cité
Je cite encore les infections, ça c'est facile à traiter. Oui. Après, on peut espérer, moyennant un certain délai, une amélioration. Sinon, on peut aussi, quand on suspecte un problème d'hygiène de vie, et c'est possible, nous voyons par exemple des messieurs qui fument 2 paquets par jour, qui boivent 5 cafés et qui dorment 5 heures par jour. Donc là, Ça peut clairement... affecter aussi Voilà, bien entendu. la qualité du sperme. Maintenant, c'est toujours une résultante. J'ai dit, c'est une histoire de couple. Quand on a le luxe de pouvoir traiter l'homme sur 3 à 6 mois, on le fait pour qu'il puisse retrouver la fertilité naturelle. Mais il faut en même temps voir l'épouse. Est-ce qu'elle est en âge et en situation de pouvoir patienter 6 mois ou 9 mois, le temps que les choses s'améliorent du côté de son mari? Une femme qui a par exemple 38 ou 39 ans, on ne peut pas lui demander de patienter autant, le temps éventuellement peut-être que le spermogramme s'améliore. Et c'est là qu'interviennent les techniques directement de procréation médicalement assistée, à savoir la technique la plus basique, ça s'appelle l'insémination. C'est en gros, nous allons demander au monsieur qui a des perturbations juste légères du spermogramme de venir donner son sperme. Les biologistes vont s'occuper de concentrer le spermogramme Pour avoir un maximum de pour avoir le maximum. spermatozoïdes. Mais évidemment, il ne faut pas que les troubles soient trop sévères. Il faut que l'on soit juste un tout petit peu loin des propriétés normales pour faire avancer le spermogramme. Si nous ne sommes pas dans ce cas de figure, si les troubles sont trop sévères, à savoir un faible nombre, un faible pourcentage de mobilité, un faible taux de spermatozoïdes vivants, il faudra passer à une fécondation qui n'a pas lieu dans le corps de la femme, mais qui va avoir lieu dans le laboratoire, qu'on appelle fécondation in vitro. Pour la fécondation in vitro, il y a 2 techniques. On peut laisser les ovules qu'on a retirés de la dame avec les spermatozoïdes incubés une soirée et voir le lendemain si ça a bien fécondé. Ça, c'est la classique. Si nous sommes face à des troubles réellement sévères, c'est-à-dire on n'espère même pas que ça féconde comme ça dans le laboratoire, nous allons prendre chaque ovule et injecter dedans un spermatozoïde, ça s'appelle l'ICSI ou la micro-injection, et c'est destiné aux troubles très sévères du spermogramme. J'ajouterai que parfois on ne trouve pas de sperme de spermatozoïde dans le sperme. La situation n'est pas toujours une situation définitive. On peut, selon les cas, aller chercher les spermatozoïdes dans le testicule via une petite intervention chirurgicale, et si on les récupère, on va les injecter dans les ovules. Donc voilà, vous avez le panel des techniques que l'on utilise dans ce cadre-là pour essayer d'améliorer les performances et obtenir l'enfant. Si on a des personnes stériles, dans nos pays, dans nos différents pays, la Tunisie ou le Cameroun, ces personnes sont condamnées à ne jamais être parents. Ou à se tourner vers l'adoption. Oui. L'adoption reste encore une longue procédure. Mais est-ce qu'il y a souvent, il y a des personnes qui disent, professeur Krouf, que personne ne naît stérile, on devient stérile. Est-ce que vous confirmez ces déclarations-là? Pas exactement. Il y a certaines causes génétiques qui font que les hommes n'ont pas le matériel nécessaire génétique ou l'information génétique pour pouvoir sécréter des spermatozoïdes normalement. Il est vrai que c'est dans certains cas, même dans des cas, dans des situations génétiques, les hommes, quand ils sont pris en charge précocement à un âge jeune, auront plus de chances de produire des spermatozoïdes, au moins pour la fécondation in vitro, que s'ils font ça à un âge tardif. Il y a quand même des messages de santé publique au-delà du traitement. Par exemple, les problèmes de descente des testicules. En Tunisie, ceci est vérifié dès l'entrée en scolarité, parce que le plus vite c'est réalisé la descente testiculaire, le mieux on aura de chance pour que l'homme, dans sa vie future d'adulte, puisse procréer. Alors, parlons de la descente testiculaire. C'est à partir de quel âge? Vous dites du primaire, Alors, le primaire, c'est déjà tard. Hein, mais c'est déjà tard? Ah, c'est déjà tard. Mais alors, comment la maman saura que mon fils peut avoir un problème de descente testiculaire? Alors, il faudrait que idéalement, il faut que le médecin pédiatre, au moment des vaccinations par exemple, puisse faire l'examen systématique pour dépister les cas. Tous ne seront pas opérés immédiatement,
Mais si au bout d'une année ou une année et demie de vie, ce n'est toujours pas de descente, il faut aller faire la descente. Et il en va de l'enjeu de fertilité future de cet enfant. Et puis, l'école est un deuxième filtre. La médecine scolaire doit faire son travail pour éviter de faire des interventions trop tardives, en sachant qu'en Tunisie, il est rare de voir des hommes adultes avoir encore une onde descente testiculaire. Ça arrive parfois dans les petites régions ou les villages qui sont très éloignés. Et c'est un risque aussi de cancer pour l'homme. Donc, c'est très important, c'est doublement important. Alors, vu que vous en parlez, est-ce que la circoncision peut avoir, la circoncision tardive ou précoce peut avoir un impact sur la fertilité de l'homme? Parce qu'il y a des parents, dans certaines coutumes, dans certaines traditions, on dit il faut circoncier l'enfant à 2 mois, et d'autres qui disent il faut le faire quand il a 15 ans, d'autres qui disent il faut le faire quand il a 2 jours de vie. Alors, que dit la science? Alors, la science dit qu'il n'y a pas de lien entre infertilité et circoncision. Ah, oui. Et que dans certaines situations pathologiques, comme ce qu'on appelle les hypospates, c'est-à-dire ceux qui ont le méa urinaire, par là une urine qui n'est pas située normalement, il est situé en bas, ou ceux qui ont des phimosis serrées, eh bien la circoncision peut améliorer les choses. Elle diminue aussi le taux d'infection génitale. Maintenant, à quel âge faut-il faire ça? Bon, c'est une question qui pourrait être plus du ressort d'un urologue, mais on sait que quand c'est fait à un âge jeune, c'est mieux vécu par l'enfant. Alors que quand c'est fait à un âge adulte, quand il y a déjà un début d'activité sexuelle, c'est quand même plus dur à gérer. Je dirais aussi que pour l'infertilité masculine, il y a aussi d'autres messages de santé publique. Je suis un thérapeute, moi j'aide les couples infertiles, mais je suis avant tout médecin. Je voudrais qu'il y ait certains messages importants. Évidemment que le tabac est nocif pour la fertilité de l'homme. Évidemment qu'une nourriture saine, une activité physique contribue à améliorer sa fertilité. Et aussi, l'obésité est un facteur aussi associé à la baisse de la fertilité. Chez l'homme ou chez la femme? Chez l'homme et chez la femme. Et c'est par des mécanismes qui sont prouvés. Donc, avoir une bonne hygiène de vie contribue à vivre bien, en bonne santé, mais aussi contribue aux chances de devenir papa un jour. Merci, professeur Mohamed Krouf. C'est sur ces paroles réconfortantes que nous allons mettre un terme à cet entretien. J'espère que nous avons fait le tour de la question. Absolument, et je vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous repartez ce soir à Tunis. Merci d'avoir accepté de faire le détour pour venir édifier nos téléspectateurs sur un sujet aussi important et qui reste encore tabou parce qu'il y a des hommes qui ont du mal à en parler, qui ont une gêne à parler de leur sexualité et surtout de cette question d'infertilité masculine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur la page de l'émission, nous faire part de vos préoccupations. Merci de nous avoir suivis et professeur Krouf, nous allons poursuivre le programme Check-up après cette transition. Le programme se poursuit à présent. Intéressons-nous à ce problème de santé bucco-dentaire qui affecte de nombreux Camerounais, la carie dentaire. Comment se mettre à l'abri? Le choix du matériel de brossage est essentiel, tout comme les méthodes de brossage. Voyons tout ceci avec le docteur Joël Manfo. Il est chirurgien dentiste. Nous allons parler du matériel nécessaire pour une bonne hygiène bucco-dentaire. Nous allons commencer donc tout de suite par le matériel le plus important pour pouvoir avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Je parle bien évidemment de la brosse à dents. Alors, la brosse à dents doit avoir un certain nombre de caractéristiques. La première caractéristique de la brosse à dents, c'est qu'elle doit avoir une tête suffisamment petite pour pouvoir aller nettoyer les dents postérieures sans aucun encombrement. Ensuite, la consistance de poils de la brosse à dents
doit être suffisamment souple pour pouvoir nettoyer les dents sans risquer, n'est-ce pas, de léser les gencives ou bien l'émail des dents. Et ensuite, elle doit avoir un manche suffisamment long pour pouvoir faciliter l'appréhension. Donc, c'est très important. Si vous avez la possibilité, vous pouvez vous munir plutôt d'une brosse à dents électrique. La brosse à dents électrique, grâce à son mouvement, n'est-ce pas, aussi haut rotatif, va permettre de nettoyer plus facilement la plaque dentaire par rapport à la brosse à dents simple. En plus de cela, il vous faut vous munir, n'est-ce pas, d'une bonne pâte dentifrice. Alors, pour pouvoir choisir sa pâte dentifrice, il y a un certain nombre de principes à respecter. Premièrement, votre dentifrice doit toujours contenir du fluor. On ne le dira jamais assez, le fluor est l'un des éléments les plus importants lorsqu'il s'agit de la protection des dents contre les caries dentaires. Et tellement d'études le prouvent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc votre dentifrice doit contenir du fluor, vous devez vous en assurer en regardant l'emballage du dentifrice. Vous allez voir généralement concentration de fluor égale par exemple 1250 ppm. Ensuite, il faut choisir un dentifrice qui est adapté à vos besoins. Il y a en général deux catégories de dentifrices. Il y a les dentifrices à usage familial et les dentifrices spécialisés. Les dentifrices à usage familial sont les dentifrices qu'on va retrouver au supermarché, en pharmacie, assez facilement. Ils ont une concentration généralement autour de 1250 ppm, qui est bien évidemment inscrit sur l'emballage, et tout le monde à la maison peut l'utiliser. Les dentifrices spécialisés, ce sont des dentifrices maintenant qui contiennent plutôt un ingrédient particulier qui va faire en sorte que ce soit un dentifrice spécialisé pour un traitement particulier. Il doit être prescrit par votre chirurgien dentiste pendant une période donnée. On a par exemple les dentifrices pour dents sensibles, les dentifrices blancheur, les dentifrices en haute teneur, en fluor, etc., etc. Il faut également choisir votre dentifrice en fonction de votre âge. Pour les enfants, il est important d'utiliser un dentifrice pour enfants. C'est généralement mentionné sur l'emballage. Et généralement, vous pouvez également regarder la concentration du fluor qui est généralement inférieure à 750 ppm pour les dentifrices pour enfants. Et bien évidemment, on a les dentifrices pour adultes qui doivent être utilisés par les adultes et qui vont contenir une concentration de fluor un peu plus importante. Et enfin, il ne faut absolument pas oublier de compléter son brossage à l'aide de ceci. C'est ce qu'on appelle un fil dentaire. Le fil dentaire va permettre de nettoyer les espaces qui ne peuvent être atteints par la brosse à dents. Et donc c'est très important parce que ça va permettre de réduire le risque de caries dentaires au niveau des espaces entre les dents. Il en existe sous plusieurs formes. Il peut être sous forme d'un long fil qu'on va rouler autour des doigts pour pouvoir faire passer entre les dents. Il en existe aussi sous forme un peu plus pratique, comme sous cette forme-ci, sous forme de bâtonnet, qui peut aller facilement à l'intérieur d'une poche ou à l'intérieur d'un portefeuille, et vous pouvez l'utiliser donc régulièrement. Il est donc important d'utiliser ce fil dentaire-là au moins 2 fois par jour, le matin après le brossage et le soir également après le brossage. Voilà, c'est tout pour la chronique du dentiste. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine chronique du dentiste. Et sur ce, portez-vous bien. Merci d'être fidèle à ce programme. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions ou encore des préoccupations, à nous les envoyer via nos adresses sur nos différentes plateformes numériques. Prenons à présent la préoccupation de Josiane qui dit « Docteur, j'ai très mal à l'oreille gauche et dans cette oreille coule un liquide. Est-ce que je dois m'inquiéter ou alors mettre tout simplement de l'eau additionnée à du sel comme l'a recommandé ma tante ?» Alors, pour répondre à cette question, notre consultant ORL, le docteur Cédric Cuifo, il est en service à l'hôpital général de Douala, il répond. Il y a plusieurs démarches à observer. Avant toute chose, je vais faire un rappel d'anatomie qui est important. C'est une anatomie de l'oreille. Dans cette image, je vais vous présenter l'oreille qui se comporte de 3 parties. L'oreille qui est dite externe, qui comprend le pavillon, c'est cette partie qu'on observe chez tout le monde qui est visible, avec à l'intérieur le méa acoustique externe ou le conduit auditif externe. Ensuite,
après l'oreille externe, vous avez l'oreille moyenne dans laquelle vous avez le tympan. C'est cette fine couche que vous voyez là. Vous avez les osseillets qui transmettent le son. Et cette partie forme ce qu'on appelle la caisse du tympan. Et juste après, vous avez l'oreille interne qui comprend les organes de l'équilibre. Donc ces trois parties forment l'oreille. Et lorsqu'on a une otite peut concerner et toucher ces trois parties. Le plus souvent dans les otites que nous rencontrons, c'est l'otite, c'est le conduit auditif externe qui est concerné ou l'oreille moyenne. En présence de pus dans l'oreille, il s'agit le plus souvent d'une otite moyenne aiguë ou d'une otite moyenne chronique. L'otite moyenne aiguë qui serait une atteinte de l'oreille moyenne avec une perforation du tympan. Et lorsque vous avez une perforation du tympan, c'est déjà un signal d'une pathologie qu'il faut suivre avec beaucoup de sérieux. Pourquoi? Parce que elle peut être un processus normal qui va évoluer et guérir seul, mais lorsque ça persiste au bout de plusieurs mois, ça signifie déjà qu'on passe d'un processus chronique, c'est-à-dire qui persiste et que la perforation s'est installée. À ce moment, la prise en charge est totalement différente. C'est pourquoi je dirais d'emblée que dans un tel cas de figure, il faut consulter un médecin ORL qui lui va permettre déjà de savoir s'il s'agit d'une affection du conduit auditif externe qui se traite simplement par des médicaments, des boucles d'oreille avec parfois des soins, ou bien une affection de l'oreille moyenne et du tympan qui peut également être traitée par des médicaments mais qui peut aussi nécessiter une chirurgie de l'oreille. Donc, n'hésitez pas à consulter votre médecin ORL pour que le diagnostic soit bien posé et que la meilleure prise en charge soit effectuée. Je vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Check-up qui était consacrée à l'infertilité masculine. Nous espérons que vous avez été suffisamment édifiés. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous voulez nous faire part des thèmes d'émission abordés, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via notre page de Facebook. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Check-up. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.